Bonjour à toutes et à tous. Je me suis fait plutôt discret dans les dernières semaines. Je n'ai fait aucune capsule. C'est pas faute de travail, je vous rassure. Moi et mes collègues, autant du service des ressources humaines que des autres services administratifs du centre de service scolaire, on a été très, très accaparés par la COVID-19, notamment à la rentrée, et toutes les questions qui entouraient cette fameuse ou cette maudite maladie, hein, ça sera selon votre interprétation. Euh, mais aujourd'hui, il y a un sujet fort à propos qui, je pense, qui doit absolument être expliqué, pour lequel on a plusieurs questions. Donc, on s'est organisé pour avoir une communication à cet effet-là et qui traitait des règles de la commission scolaire relativement à l'exclusion ou au retrait des employés qui pourraient présenter différentes situations entourant la COVID-19. Donc, on va pouvoir vous présenter ça aujourd'hui. Notez que la capsule que je vais faire aujourd'hui ne s'applique qu'au personnel. Ça ne s'applique pas pour les élèves. Il y a d'autres éléments qui vont venir par rapport aux élèves dans les prochains jours qui vont émaner des services éducatifs. Moi, je ne me concentre que sur le personnel. Juste avant qu'on débute, quelques petits messages d'intérêt public pour les employés du Centre de service scolaire de Rwanda. Si vous avez besoin de remettre de la documentation au service des ressources humaines, je vous invite fortement à le faire de façon numérique ou virtuelle en numérisant vos documents et en nous l'envoyant par courriel. On est en pleine transition sans papier au service des ressources humaines. On essaie de réduire de façon considérable le papier qu'on utilise. Donc, je vous invite à, à utiliser le courriel. Et si vous devez vous présenter en personne au service des ressources humaines, ce que vous devez faire, on vous demande de prendre rendez-vous parce que souvent, vous allez peut-être vous river le nez à une porte close parce que la majorité des employés du service des ressources humaines sont en télétravail en ce moment. Donc, je vous invite fortement à prendre rendez-vous préalablement. Autre élément aussi que je tiens à souligner, des inspections de la CNSST sont présentement en cours dans notre centre de service scolaire. Il y en a eu une à l'heure où j'enregistre cette capsule à l'école d'Iberville. Il y en aura une autre demain à l'école Sacré-Cœur et deux autres sont prévues au cours de la semaine prochaine. Donc, je tiens à vous informer, la CNSST vient nous accompagner avec un médecin de la santé publique pour nous assurer que nos moyens de protection, nos équipements de protection individuelle, tout ce qui est le nettoyage, la désinfection se fasse dans les règles pour assurer la santé et la sécurité. Donc, jusqu'à présent, l'inspection qui a eu lieu à l'école d'Iberville s'est très bien déroulée, en grande partie grâce à la contribution de tout le personnel qui a mis beaucoup, beaucoup d'efforts pour que ça se passe bien. Donc, bravo à toute l'équipe de l'école d'Iberville. Et enfin, petit dernier message qui concerne les équipements de protection individuelle. Je ne réitérerai pas ça ici aujourd'hui. Par contre, je tiens à dire que maintenant, il y a des choses qui ont été mises en place afin que vous puissiez avoir des équipements de protection individuelle peut-être un peu plus adaptés ou personnalisés, je vais dire comme ça, soit avoir des lunettes plutôt qu'une visière ou des lunettes qui se mettent par-dessus les lunettes de vue ou encore des ajouts qui se mettent sur des lunettes de prescription. Je sais que ça a été long avant qu'on puisse rendre ces équipements de protection individuelle-là disponibles. On a eu quand même plusieurs personnes qui nous ont exprimé le fait que la visière ne fonctionnait pas bien. On vous a entendu. Ça a pris un certain délai, je le reconnais. Mais là, je pense que les choses sont mises en place. Donc, je vous remercie de votre patience. Normalement, ces équipements-là devraient être distribués dans un délai assez court pour que ça soit encore plus facilitant pour faire votre travail dans cette période difficile. Maintenant, le programme principal aujourd'hui, le but de la capsule était de vous entretenir sur les règles que le Centre de service scolaire a mis en place relativement à l'exclusion ou au retrait du personnel qui pourrait présenter des symptômes ou qui est en attente d'un test. Il y a plein de situations possibles entourant la COVID-19. Donc, l'objectif aujourd'hui est de vous entretenir, de vous informer sur c'est quoi ces règles-là, c'est quoi ces directives-là qu'on a mis en place. Donc, pour faciliter tout ça, on a fait un tableau, un document dans lequel il y a un tableau pour que vous puissiez là, bien vous y retrouver. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager à l'écran maintenant le tableau qu'on a mis en place, qu'on va vous partager également là, à peu près en même temps que la capsule, qui va vous permettre de vous y référer souvent. Je répète, ça ne s'applique pas aux élèves ni aux élèves adultes, uniquement aux employés du centre de service scolaire. Donc,
Vous voyez maintenant le document dont il est question. Je vais m'assurer qu'on puisse bien le voir à l'écran. Donc, dernière mise à jour le 16 septembre, pour arriver qu'on fasse d'autres mises à jour de ce document, mais à date, c'est la première version et c'est la dernière mise à jour. Donc, comme je disais, ce sont des directives du CCSRN pour le retrait et exclusion du personnel. Je tiens à vous dire que ce document, on va grossir ici, est le seul guide en vigueur au CSSRN. Tant qu'il n'y aura pas de mise à jour, il n'y aura pas d'autres documents qui vont apprécier sur celui-là. Il y a beaucoup d'informations contradictoires qui circulent en ce moment, autant provenant de la CNSST, de l'INSPQ, du gouvernement, du ministère. Donc, beaucoup d'informations contradictoires. Nous, on a regardé tout ça, on a fait un bon portrait et on a fait valider ce tableau-là par la CNSST et par un médecin de la santé publique de Rouyn-Noranda qui est responsable de la COVID-19 pour s'assurer qu'on réponde aux règles en la matière. Maintenant, comment on se sert de ce document? C'est assez simple, 3 étapes. Première étape, vous faites une auto-évaluation de vos symptômes à partir du site Internet. Ici, vous cliquez, questionnaire en ligne, ça vous amène sur un site Internet et on vous répondait à 4 questions. Ça se fait très, très vite. On a quand même résumé les questions ici, à savoir, est-ce que vous avez l'un des symptômes suivants et on les a tous mis? Vous les connaissez, hein? Difficulté respiratoire importante, fièvre, toux récente, donc qui vient d'apparaître, ou aggravation d'une toux chronique. Je toussais déjà parce que peut-être que je fume ou je fais de l'asthme, mais ma toux s'est aggravée. Et perte soudaine de l'odorat sans obstruction nasale, avec ou sans perte de goût. Donc, un seul de ces symptômes-là présents, on dit oui et on va voir ce qu'on va faire. Peut-être que vous n'avez pas un de ces symptômes-là, mais vous avez au moins 2 des symptômes suivants. Douleur musculaire généralisée, non liée à un effort physique, maux de tête, fatigue intense, perte d'appétit importante, mal de gorge, nausées, vomissements ou diarrhée. Donc, vous avez 2 de ces symptômes-là. Ce sont donc des symptômes associés à la COVID-19. Donc, une fois que vous savez ça, vous allez à l'étape 2, vous trouvez la situation qui s'applique à vous dans le tableau à la page 2 de ce guide. On va le voir ensemble. Et ensuite, vous suivez les consignes identifiées sous les colonnes Actions à prendre. Donc, sans plus tarder, juste avant, je vois ici, important, il est de votre responsabilité d'aviser votre supérieur immédiat dès que vous présentez un ou des symptômes de la COVID-19. C'est important que cette communication-là demeure, même si vous êtes enseignant puis vous utilisez la suppléance centralisée, là, il faut que vous informiez votre direction doit être informée de ça. Donc, première situation qui peut s'appliquer à vous, si après avoir passé le test en ligne, on vous invite à passer un test de dépistage ou si vous répondez à l'une des questions ci-dessus relativement aux symptômes de la COVID-19, voici ce que vous devez faire. Je ne me présente pas au travail, je fais du télétravail si disponible. Si je suis un enseignant, j'avise la suppléance au poste 1241. Il est coché, donc c'est ce que vous devez faire. Je suis de retour au travail si mes symptômes ont disparu depuis 24 heures. Donc, si vos symptômes disparaissent dans les 24 premières heures, parfait, vous revenez au travail. Si les symptômes persistent, vous devez appeler la ligne Info COVID ou passer le questionnaire à nouveau pour pouvoir passer un test de dépistage. Et une fois que vous avez passé le test de dépistage, si vous recevez un résultat négatif au test de dépistage ou si vous recevez une consigne de la santé publique à l'effet que vous pouvez revenir, vous revenez au travail. Pendant cette période d'absence-là, qui peut durer 24, 48, 72 heures, peut-être même un peu plus selon la durée pour recevoir le test, vous ne subirez pas de coupure de traitement. On continuera de vous payer si vous êtes apte à faire une prestation de travail. Donc, ça veut dire que si vous êtes à la maison et que vous êtes apte, donc vous êtes en santé, vous pouvez faire une prestation de travail et que votre supérieur vous demande de faire telle chose. Pour un enseignant, ça pourrait être de faire la planification. Pour une secrétaire, ça pourrait être de faire du traitement de texte ou des lettres ou peu importe, là. Donc, vous ne subirez pas de coupure de salaire. Par contre, si vous êtes inapte au travail en raison des symptômes de la COVID-19, vous avez de la fièvre et vous êtes vraiment là, inapte au travail, vous êtes en maladie, donc ça va être comme auparavant, on va utiliser les congés maladie et éventuellement, vous pourriez avoir droit à l'assurance salaire. Il y a un petit astérix ici, il y a une note en bas de page relativement aux réclamations qui pourraient être faites à la CNSST. On
on ne fera pas le listing ou on n'expliquera pas comment ça fonctionne exactement, mais sachez que vous pouvez faire une réclamation à la CNSST si vous pensez avoir contracté la COVID-19 lors de votre prestation de travail, mais ce n'est pas l'objet de la rencontre, de la présentation d'aujourd'hui. Deuxième situation qui peut s'appliquer à vous, votre enfant est symptomatique et vous devez rester à la maison car il n'a pas accès à l'école, à la garderie ou il est malade. Si cette situation-là arrive, comme vous devez rester à la maison avec votre enfant, évidemment, vous ne pouvez pas vous présenter au travail. Hein? Si vous pouvez faire du télétravail, tant mieux s'il y en a de disponibles. Et une fois que votre enfant peut revenir au travail, bien, vous pourrez revenir vous aussi parce que vos obligations familiales seront terminées. Et j'ai donné une petite partie de la réponse. Au niveau de la paye, comment ça fonctionne? Comme il s'agit d'une absence pour obligation familiale, c'est votre banque de congé de maladie qui va être débitée pour ceux qui ont des banques de congé de maladie. Et ce, là, que vous soyez apte ou inapte, c'est vraiment comme ça que ça va fonctionner. Familial, je tiens à faire une petite précision. Il y a certaines catégories de personnel au centre de service scolaire qui peuvent faire une prestation de travail en télétravail plus facilement que d'autres. Je vais prendre un exemple le plus facile. Un enseignant, c'est beaucoup plus difficile de faire une prestation de travail en télétravail alors que les élèves sont à l'école. Mais on a certaines catégories de personnel pour qui c'est plus facile. Dans l'informatique, par exemple, les secrétaires, des choses comme ça. Donc, si ces personnes-là doivent s'absenter pour s'occuper de leur enfant et qu'ils peuvent faire du télétravail après en avoir parlé avec leur supérieur immédiat, bien, il y aura pas on ne débitera pas la banque d'obligations familiales ou de congé maladie. C'est une mesure exceptionnelle qu'on est capable de mettre en place de plus en plus grâce au télétravail. Troisième situation à laquelle vous pourriez être confronté, c'est que vous cohabitez avec une personne qui est symptomatique, mais vous n'avez pas de symptômes. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Ici, on va le voir en haut. Vous faites de l'autovigilance de vos symptômes. Ça veut dire que vous prenez le temps d'analyser vos symptômes plus régulièrement qu'autrement. Et vous portez un masque de procédure en tout temps quand vous êtes dans l'école ou dans votre lieu de travail, même lors des déplacements. On va vous en fournir des masques de déplacement, on en a. Et vous utilisez l'outil d'auto-évaluation pour vous auto-évaluer plus fréquemment. Mais ça n'empêche pas que vous pouvez venir au travail et faire votre prestation de travail. Quatrième situation qui peut s'appliquer à vous, on va la regarder ici, c'est que vous êtes asymptomatique, ça veut dire que vous n'avez pas de symptômes, mais vous êtes en attente du résultat d'un test de dépistage. Vous avez décidé de vous faire tester, par exemple, parce que vous reveniez de Montréal, et puis là, vous dites, bon, ben, Montréal, c'est une zone jaune, donc je ne prendrai pas de chance, je vais aller me faire tester. Quand vous faites tester, ça ne vous empêche pas de venir au travail. Vous devez vous présenter au travail. La seule chose qu'on vous demande, c'est de porter le masque de procédure en tout temps, jusqu'à temps que vous ayez votre résultat, en espérant qu'il soit négatif. Cinquième situation qui peut se produire, c'est que vous cohabitez avec une personne qui est symptomatique, ça peut être votre conjoint, votre enfant, un parent par exemple, et qui est aussi en attente d'un résultat d'un test de dépistage. Si ça se produit, vous pouvez venir au travail. Donc, vous devez seulement porter un masque de procédure en tout temps sur votre lieu de travail. Et on vous invite à utiliser l'outil de l'auto-évaluation pour être plus vigilant par rapport à vos symptômes. Sixième situation qui peut s'appliquer à vous, vous cohabitez avec une personne qui est asymptomatique, qui n'a pas de symptômes et qui est en attente d'un résultat d'un test de dépistage. Il n'y a pas non plus d'enjeu, vous devez vous présenter au travail et ce que vous avez à faire, vous vous assurez de porter le masque de procédure et de faire de l'auto-évaluation. Maintenant, les autres situations possibles sont plutôt différentes. Par exemple, et la réalité est sensiblement la même. Donc, vous avez reçu la consigne de vous isoler par une autorité de la santé publique, que vous ayez des symptômes ou pas. Cette situation-là s'applique si vous avez reçu un test de dépistage positif lié à la COVID-19. Et même chose, si vous cohabitez avec une personne qui est atteinte de COVID-19, c'est la même chose. Vous êtes exclu du travail, vous pouvez faire du télétravail s'il est disponible et vous devez attendre, on le voit ici,
10 jours avant de revenir au travail ou plus tôt ou plus tard si vous recevez des consignes de la santé publique différentes. Maintenant, ce qu'il faut ici savoir, c'est que dans ces situations-là, il n'y aura pas de coupure de salaire de fait. Donc, en autant que vous soyez apte au télétravail, vous allez pouvoir faire du télétravail, il n'y aura pas de coupure de ce traitement. Par contre, si la COVID-19 devait vous atteindre et que vous étiez malade lié à ça, ben, on va utiliser vos congés de maladie et éventuellement, vous pourriez avoir le droit à l'assurance salaire euh, si ça devait s'appliquer. Enfin, dernière situation, vous êtes de retour d'un voyage à l'étranger, ce que je vous déconseille fortement de faire, mais si certains d'entre vous décident de le faire, bien dans ce cas-là, vous êtes exclu du travail, vous ne pouvez pas vous présenter et vous devrez attendre les 10 jours reconnus avant de vous représenter sur le lieu de travail. Petite particularité, par contre, on va le lire. Si cette situation-là arrive, je suis payé selon ma prestation de travail en télétravail si le télétravail est disponible. Si le télétravail n'est pas disponible, on utilise les vacances d'abord pour ceux qui en ont. Et ensuite, c'est un congé sans traitement. Et on le voit ici, là, si vous êtes inapte, si je ne peux faire du télétravail, ben, ça va être utilisation quand même des vacances et ensuite des congés sans traitement. Parce que le principe ici, c'est que si vous avez décidé d'aller à l'extérieur, c'est un choix personnel que vous avez fait en toute connaissance de cause. Donc, c'est pour ça que ça ne vous rend pas éligible au congé de maladie. Donc, c'est vraiment, euh, on utilise des vacances et ensuite de ça, le congé sans traitement. Voilà ce qui m'a fait à notre capsule, à cette longue capsule. Il y avait quand même beaucoup de choses à expliquer au cours de celle-là. Donc, je vous remercie de votre écoute. Je prends 2 petites minutes à la fin pour vous féliciter à tous pour cette rentrée scolaire réussie. C'était pas parfait, hein, on va se le dire. On a eu beaucoup, beaucoup de questionnements au cours de la route, mais quand même, on a bien réussi ça. Moi, ce que je peux vous dire dans mon entourage, je n'ai que des félicitations par rapport à notre rentrée. Je ne sens pas d'enjeu particulier lié à la rentrée scolaire au centre de service scolaire de Rwanda. Ça, c'est grâce à vous, là, si ça s'est produit comme ça. Donc, vraiment, bravo à tous pour votre excellent travail en cette rentrée scolaire. Si vous deviez avoir des questions par rapport au sujet de la capsule aujourd'hui, je vous invite d'abord, dans un premier temps, à en parler avec votre direction d'école et qui pourra nous acheminer les questions auxquelles on pourra répondre. Donc, sur ça, je vais vous souhaiter une excellente semaine et au plaisir de vous revoir lors d'une prochaine capsule.